On n'est plus simplement dans une société de consommation, on est vraiment dans une société de surconsommation. Globalement, c'est l'idée que la surconsommation elle est centrale pour comprendre la crise environnementale actuelle, que pour agir contre cette surconsommation, il ne faut pas exagérer le levier individuel, que certes on peut s'améliorer, je donne des conseils en ce sens, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles, et donc avoir un combat collectif structurel sur la publicité, sur le type de production qu'on laisse sur notre sol, c'est fondamental et c'est possible. C'est quelque chose qui n'avait pas été écrit jusqu'alors, en fait, sur comment est-ce que progressivement on ajuste la production sur un pays comme la France ou un continent comme l'Europe. Et puis, dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est de questionner cette notion de pouvoir d'achat, qui est au centre, c'est la première préoccupation des Français. Et en réalité, il faut arriver à le déconstruire pour montrer qu'il ne faut pas juste céder à ce vouloir d'achat, mais essayer de l'orienter vers quelque chose qui a plus de sens et qui est moins consommateur de ressources et de matières premières. Donc on a ici un programme qui fait envie, je pense, à condition qu'on soit plus nombreux à le porter, en effet, avec la société civile, mais je pense aussi que finalement, c'est un récit politique intéressant à apporter de nos jours, alors qu'on manque de nouveaux idéaux. La surconsommation, ce n'est pas une affaire des citoyens comme nous, ce n'est pas nous qui serions coupables, il ne faut vraiment pas voir ce livre comme une culpabilisation du consommateur qui cède à tout bout de champ. En fait, c'est plutôt la conséquence d'une société de surproduction qui cherche à trouver des débouchés pour tous ces produits. Et je propose de le voir ça sous l'angle du bémol. C'est un sigle que je propose. Le bémol, ça commence par le B, des besoins artificiels. Donc créer toujours des nouveaux besoins. Donc évidemment, à travers la publicité, le marketing, il s'installe. Alors il y a des besoins qui sont des gadgets, comme les plateaux à œufs intelligents qui vont vous dire sans ouvrir la boîte d'œufs combien il y a d'œufs dedans, ou bien la machine à laver ou le lave-vaisselle qui vont être clairement utiles. Donc il y a ces besoins plus ou moins artificiels. Il y a ensuite le E de l'extension du marché, c'est que dès qu'on a commencé à proposer un nouveau marché, un nouveau produit, on va le proposer à une nouvelle catégorie de personnes, à nouveaux pays. C'est aussi le M de la marchandisation, c'est de plus en plus de produits, de services deviennent des produits marchands. Par exemple, avant on prenait le stop, maintenant il faut payer pour un service de covoiturage. Et puis, le bémol, c'est aussi le O de l'obsolescence programmée. Des produits qui durent peu longtemps, et moi, en tant que cofondateur de l'association HOP, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Toutes les manières qu'ont les entreprises de faire durer moins les objets, que ce soit technique, logiciel, tous les obstacles à la réparation, et puis tous les effets de mode qui sont créés, qui donc poussent le consommateur à abandonner un produit alors qu'il marche encore. Et pour finir le bémol, il y a le L du low cost, qui clairement est une incitation. Le consommateur se dit, voilà, pour 2-3 euros, je ne me pose pas la question. À cause du low cost aussi, on renonce à réparer parce qu'acheter un produit neuf, c'est trop bon marché. Donc, toutes ces stratégies-là, elles poussent les consommateurs, plus ou moins volontairement, à surconsommer. Et je pense que tout le monde est dans le même sac, puisque les Français sont 70% à dire « je consomme moins que la moyenne ». Donc on voit bien que ce n'est pas possible et qu'en général, on sous-estime notre propre consommation. Il y a des moments clés, en effet, dans l'année, qui sont de plus en plus nombreux parce qu'il y a le Black Friday qui s'est imposé, en plus de Noël par exemple, mais la fête des mères, la fête des pères. Il y a de plus en plus de moments qui sont instrumentalisés pour pousser à acheter de nouveaux objets dont on n'aurait pas besoin. Ça relève le poids de la publicité et du marketing dans la surconsommation. C'est-à-dire que certains considèrent que la publicité n'a pas d'impact. La réalité, c'est que si. Chaque dépense publicitaire, et quand on dépense autant de milliards d'euros, c'est bien qu'il y a un retour sur investissement.
que ça reste quelque part dans notre cerveau comme quelque chose de positif, plus ou moins consciemment, et derrière, l'industrie elle-même considère que c'est 1 euro dépensé aboutit à peu près 7 euros de gain ensuite. Donc on voit bien que ces moments de l'année avec une grosse force de marketing et de publicité, ils poussent le consommateur. À l'occasion du Black Friday, il y a aussi beaucoup de manipulations, des fausses promotions. Et il y a plein de petites manières que je cite dans le livre qui sont de la manipulation en ligne, notamment. Ils vous disent « Ah, attention, il faut vite valider votre panier, il n'y a plus que 2 places, votre panier se remplit tout seul, vous ne savez pas sur quoi vous avez cliqué, etc. » Il y a plein de petites fraudes sur lesquelles vous n'allez pas aller en justice, mais qui vous poussent finalement à avoir 1 ou 2 ou 3 articles de plus que ce que vous pensiez et qui finalement vont se retrouver abandonnés dans un tiroir. Pour sortir de la surconsommation, il y a 4 réflexes à avoir. Bon, le premier, c'est de questionner son besoin. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin? Et parfois, on utilise le sigle du bisou, c'est-à-dire, voilà, le B, est-ce que c'est vraiment un besoin immédiat? Est-ce que j'ai pas déjà un objet semblable? Quelle est l'origine du produit? Est-ce que c'est un produit utile? Donc, se poser cette question, c'est déjà la première chose. Ensuite, c'est clairement, est-ce que je peux pas réparer mon objet? Est-ce que je peux pas mieux l'entretenir? Parce que ce n'est pas que le problème du fabricant, hein, c'est aussi le consommateur qui considère que tout est trop facile, et notamment le renouvellement des produits. Et puis, clairement, le fait d'acheter d'occasion, c'est une des manières de mieux consommer à l'échelle individuelle, parce qu'on évite tout l'impact de la fabrication du produit. Pour l'immense majorité des produits, l'impact, c'est sa fabrication. Par exemple, sur un ordinateur, ça va être plus de 80% de l'impact. C'est le fait qu'il soit avec des matières premières, etc. Et donc, le vrai geste écologique, c'est de le faire durer plus longtemps. 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus. Donc, acheter d'occasion, c'est éviter tous ces impacts-là, et c'est très important. Le dernier réflexe, c'est celui de au moins mieux s'informer si on achète quelque chose de neuf pour qu'il soit labellisé, qu'il soit durable, etc. Donc le reconditionner en soi, c'est une réponse au problème d'une consommation qui va dans le mauvais sens. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a des effets rebonds. C'est-à-dire l'effet rebond, c'est le fait qu'on va consommer encore plus, soit parce qu'on a bonne conscience, soit parce que c'est moins cher, soit parce que grâce à d'autres économies qu'on a fait par ailleurs, finalement on en a acheté 2, etc. Et donc il faut quand même garder le fait de est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, est-ce que j'ai essayé de réparer, etc. avant de se tourner vers du reconditionné parce qu'en effet on a moins d'impact, mais on n'a pas un impact nul non plus. Donc il faut quand même questionner son besoin avant d'aller vers du reconditionné ou simplement de la seconde main. Si on condamne la surconsommation, c'est qu'elle est néfaste. En effet, si on pouvait aller dans cette fuite en avant vers avoir toujours plus d'objets, les remplacer et qu'il n'y avait pas de conséquences, bon, j'aurais pas écrit un livre dessus. Sur le plan environnemental, ce qui est clair, c'est que la surconsommation, elle est au cœur du changement climatique. C'est autour d'un quart des causes du changement climatique, toute l'industrie qu'il y a derrière. Deuxièmement, c'est les montagnes de déchets qu'on n'arrive pas à réduire dans des pays comme la France. Les produits ne sont pas recyclables et recyclés surtout. Troisièmement, c'est les ressources. On en parle très peu, mais les ressources, c'est une grande crise environnementale que nous connaissons. Nous manquons d'un certain nombre de métaux, d'un certain nombre de matériaux comme le sable, etc. Donc il faut réussir à moins produire, moins consommer. Ces ressources, c'est aussi, ça a des conséquences très fortes sur la biodiversité, parce que on utilise de l'eau, on utilise du bois, etc. Donc toutes les crises environnementales, elles se retrouvent dans la surconsommation. Et puis c'est aussi une question sociale. Alors d'une part, c'est le fait de se retrouver à renouveler des achats en permanence au lieu de faire d'autres choses plus intéressantes dans nos vies. Mais c'est aussi question sociale, c'est que les plus défavorisés se retrouvent, en général, les premières victimes du low cost, de l'obsolescence programmée, et donc ça accroît les inégalités en réalité. Et puis on se retrouve avec des produits qui peuvent être en effet
néfaste pour la santé, à ingérer du plastique en permanence. Donc aller vers une déconsommation, c'est un progrès environnemental, c'est un progrès humain, c'est un progrès social qui devrait faire envie et qui, à mon avis, fait envie à la majorité de la société, à condition qu'on arrive à montrer que c'est possible. C'est ce que j'essaye de faire dans le livre et il faudra qu'on soit plus nombreux à apporter cette voix. Dans le livre, je propose aussi un chemin pour aller vers une société dans son ensemble qui dépende moins de cette surconsommation. Donc pour inciter à surconsommer, on avait le bémol, et pour sortir de la consommation, je propose le dièse. C'est donc 5 lettres. Le dièse, ça commence par le D de désarmer la publicité. La publicité est au cœur de notre besoin infini de nouveaux objets, donc il faut encadrer, réduire cette influence. Il y a le I d'impulser un nouvel imaginaire, parce qu'en effet, ce vide qui est utilisé par la consommation, eh bien, il y a besoin de s'engager vers d'autres récits qui sont positifs, qui vont nous donner envie. En effet, on ne veut pas renoncer simplement, on veut vivre mieux. Et donc, cette vie où il y a plus de temps, plus de liens, elle est attirante. Il y a le E ensuite dans le dièse d'encadrer la production. Et ça, c'est très important, c'est des garanties plus longues pour les objets. C'est le fait que les produits qui ne sont pas réparables, pas durables, ne doivent pas pouvoir rentrer sur le marché européen. C'est toutes ces normes, ces taxes qu'il faut mettre progressivement, alors je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, mais sur lesquelles on peut agir, soit au niveau européen, soit au niveau français, selon les sujets, pour qu'on encadre vraiment cette surproduction. Et sur le textile, c'est très clair, il faut arrêter de simplement en parler, mais il faut réussir à réduire le nombre de vêtements qui arrivent sur le sol français. Dans le dièse, il y a aussi le fait de soutenir, il y a plein d'initiatives, plein d'acteurs, et donc il faut que tout ça soit plus accessible, plus communiqué, que ce soit moins cher, donc on peut aussi avoir des bonus-malus qui favorisent ces produits. Et puis, pour finir le dièse, il y a le fait d'embarquer tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même montrer un cap à la société, aux entreprises. C'est normal qu'une entreprise doit gagner de l'argent et avoir des employés, etc. Et donc, il y a besoin d'avoir cette vision à long terme et donc qui rassemble une société dans son ensemble. Ça ne va pas être du jour au lendemain, mais ce travail-là, il est nécessaire pour être réaliste aussi dans le programme qu'on peut proposer de sortie collective de la surconsommation. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est désirable et que c'est possible, à condition aussi qu'on s'y mette tous.